Bonjour à tous. Donc moi j'ai le plaisir de vous parler des inhibiteurs de substrat et en particulier de Serdelga dans les actualités thérapeutiques. On passe avec ça ou ça marche ce truc là ? Ça marche. Donc tous les liens d'intérêt. Vous avez de la chance, vous avez devant vous celui qui a le plus de liens d'intérêt avec Serdelga. Donc je les ai fait figurer ici, mais j'ai aussi des liens d'intérêt avec tout le monde. Voilà. Dans quelques mots pour vous parler un petit peu de l'approche thérapeutique que vous connaissez, bien sûr, c'est juste des rappels. Donc, la maladie de Gaucher, on a un déficit en glucosérébrosidase qui entraîne une accumulation, en particulier du glucosylcéramide. Et une des approches thérapeutiques traditionnelles, évidemment, c'est le traitement enzymatique substitutif avec 3 représentants qui ont pour inconvénient, entre autres, d'être en perfusion par voie intraveineuse et donc 2 molécules disponibles en France, plus une qui est encore en ATU nominative et les LISO. Il n'y a plus qu'un seul patient en France traité en ce moment par taliglucérase. Une deuxième approche dans la maladie de Gaucher, plutôt que d'agir sur l'enzymothérapie substitutive, c'est de bloquer la voie de resynthèse du glucosylcéramide en bloquant cette enzyme qui s'appelle la glucosylcéramide synthase, mais qu'on trouve aussi sous le nom céramide glucosyltransférase, notamment sur les papiers américains, ce qui est au passage encore un petit peu difficile pour nous cliniciens, avec entre le LISO, GL1, GB1, LISO, EX, CER, etc., etc. Donc les enzymes, c'est pareil, elles ont toutes au moins 2 ou 3 noms. Donc là, en l'occurrence, on bloque la voie de resynthèse qui, à partir de céramide, redonne du glucosylcéramide. La molécule qui est sortie en premier sur cette voie métabolique, c'était le Zavesca, le Miglusta, et puis donc plus récemment Serdelga, qui est l'analogue du céramide et qui bloque cette voie métabolique. L'avantage de cette classe médicamenteuse, c'est qu'elle est disponible par voie orale. Alors, l'évaluation clinique de Serdelga est déjà assez longue, puisqu'on a une molécule qui est mise en évidence à la fin des années 90 à l'Université du Michigan, et puis qui va être repérée assez rapidement par Genzyme, achetée, puis développée, préclinique, études cliniques, avec des études de phase 1. Il y en a quand même 13, avec près de 400 volontaires sains qui sont prêtés à toute la partie de phase 1. Et puis les études de phase 2 vont commencer autour de 2006, avec notamment une première étude chez des patients non traités, une étude pilote sur 26 patients, dont on a maintenant les résultats à très long terme, on en reparlera. Et puis assez rapidement, on va avoir autour de 2009-2010, 3 études de phase 3 comparatives qui vont successivement être réalisées. D'abord une étude comparant Eliglusta et placebo chez les patients naïfs, c'est l'étude Engage, qui n'a pas eu lieu en tout cas en France. Puis on a eu l'étude Encore, qui est une étude comparative qui compare Eliglusta en frontal avec imiglucérase chez des patients pré-traités, et puis qui était stabilisée sous enzymothérapie. Et puis la dernière étude, dont on n'a pas encore officiellement les résultats, c'est l'étude EDGE, qui est une étude qui s'intéresse chez des patients stabilisés par Eliglusta, à comparer la prise unique quotidienne à la double prise, double prise par jour. Alors quels sont les résultats ? D'abord, quels sont les designs ? Donc, tout d'abord chez les patients naïfs. L'étude de phase 2, donc la première étude qui a été publiée à partir de 2010, donc portée sur 26 patients, c'est une étude non comparative avec un objectif primaire à 12 mois qui était l'amélioration d'au moins 2 paramètres sur 3 par rapport à hémoglobine, plaquettes et rate, et les résultats sont assez satisfaisants et en tout cas ont encouragé bien sûr à poursuivre l'évaluation d'Eliglusta et notamment d'engager les phases 3, puisque 91% des patients avaient satisfait à cet objectif primaire. Donc, résultat positif de cette étude de phase 2, on a aujourd'hui un recul publié à 48 mois sur la plupart de ces patients qui va toujours dans le même sens d'un maintien de cette amélioration. Chez les patients naïfs, on a surtout l'étude Engage, qui est une étude randomisée versus placebo, Eliglusta versus placebo, avec une analyse primaire à 9 mois. Et l'objectif était la réduction du volume splénique. Là, pas trop de surprise, Eliglusta est un traitement qui fonctionne et qui, par rapport au placebo, fait mieux. Donc on a une nette supériorité et une diminution significative du volume splénique au bout de 9 mois, avec aujourd'hui un recul de 18 mois, donc seulement de 9 mois dans le bras Eliglusta, dans le bras placebo, pardon, puisque les patients qui ont été 9 mois sous placebo ensuite se sont vus offrir la possibilité de passer dans le groupe Eliglusta. Donc on a des patients qui ont été traités 18 mois Eliglusta, d'autres 9 mois après 9 mois de placebo. Et grosso modo, les résultats vont toujours dans le même sens, y compris pour les patients qui ont été sous placebo et qui sont passés sous Eliglusta. On obtient à peu près le même type de résultat au bout de la période d'évaluation. Et puis ensuite, il y a la partie évaluation des patients pré-traités et stabilisés.
Donc on a d'abord l'étude pour les patients pré-traités et stabilisés par enzymothérapie, c'est l'étude ENCORE, grande étude, 170 patients à peu près qui ont été inclus, un petit peu moins, avec une évaluation et une analyse primaire à 12 mois qui portait sur l'amélioration de 4 paramètres, parmi lesquels l'hémoglobine, les plaquettes, le volume splénique et le volume hépatique. Et on a, là encore, une non-infériorité entre eliglusta et imiglucérase. Vous voyez que l'objectif primaire, c'est 85% dans le bras eliglusta, 94% dans le bras imiglucérase. Et cette différence n'est pas statistiquement significative. Il faut savoir que cette étude s'intéressait à des patients qui étaient déjà stabilisés sous enzymothérapie. Donc, on avait sélectionné finalement les patients qui étaient les meilleurs répondeurs à l'enzymothérapie, ce qui peut peut-être expliquer cette impression de différence entre les 85 et 94%. Et je vous rappelle que dans les cohortes, on a plus de 30% des patients français qui n'ont pas atteint ces objectifs que s'était fixé Genzyme dans l'inclusion et pour l'inclusion de ces patients de comparer eliglusta et imiglucérase. Donc néanmoins, cette étude est tout à fait favorable à eliglusta et on a un recul maintenant de 48 mois, donc 36 mois pour les patients qui étaient dans le bras imiglucérase et qui ont pu switcher ensuite dans le bras eliglusta à l'issue des 12 premiers mois. Et puis la dernière étude de phase 3 à notre disposition, c'est l'étude EDGE qui s'intéressait à la comparaison de la monoprise versus biprise par jour d'eliglusta. Donc c'est une étude un petit peu compliquée dans son design puisqu'il faut que les patients aient préalablement reçu eliglusta en ouvert et obtiennent des objectifs thérapeutiques. Et à partir du moment où ils ont atteint cet objectif thérapeutique, ils sont randomisés en 1 prise par jour versus 2 prises par jour. L'objectif primaire étant la stabilité de 5 paramètres, on a rajouté l'os, à 12 mois. Donc les résultats ne sont officiellement pas connus. En fait, ils sont connus, mais ils sont encore confidentiels. Je peux vous dire, sans trahir d'énormes secrets, qu'on a plus de 80% des patients qui ont atteint ces objectifs. Dans les faits, nous serons peut-être un petit peu amenés à mettre un bémol à ces résultats quand ils seront rendus publics. Donc pour l'instant, on attend officiellement les résultats et on aura un recul supérieur à 24 mois pour plus de 65% des patients. Donc on a grosso modo une évaluation clinique qui porte sur près de 400 malades dans tous ces essais cliniques pour eliglusta. Donc on a un dossier très robuste d'évaluation. On m'a demandé de faire un petit focus sur les données osseuses parce qu'on peut spontanément se dire eliglusta c'est une petite molécule et elle aurait probablement un attrait particulier, notamment sur les complications osseuses. En fait, on n'a pas grand-chose, on est encore un peu dans le domaine de la spéculation pour penser qu'eliglusta, par exemple, pourrait être supérieur à l'enzymothérapie. Donc on a notamment cette publication portant sur 15 patients naïfs de la phase 2, où on voit, alors c'est un petit peu compliqué ce schéma, mais je vais essayer de vous le simplifier. En vert, vous avez les patients à l'inclusion qui sont dans la zone dite normale, donc qui n'ont ni ostéopénie ni ostéoporose, et en rouge, les 4 patients qui étaient en stade d'ostéoporose à l'inclusion. Quand on s'intéresse à ce qui s'est passé 4 ans après en termes de T-score, alors T-score, on est dans une population relativement jeune, ça c'est un petit peu discutable. Néanmoins, à la fin des 4 ans, 9 patients sont passés dans la catégorie normale et on n'a plus que 3 patients dans la catégorie ostéoporose, les 3 autres étant dans la zone d'ostéopénie définie par l'ostéodensitométrie. Donc un premier résultat qui va plutôt dans le bon sens, une amélioration de la densité minérale osseuse sur les 4 ans pour ces patients naïfs initialement. Une DMO qui a augmenté d'environ 10%, un T-score qui a augmenté en moyenne d'une valeur plus 0,7. 90% des patients ont une stabilité ou une amélioration de leur densité minérale osseuse. Il n'y a eu aucun événement osseux pendant ces 4 ans de cette phase 2. Deuxième information, ça c'est une analyse rétrospective, comparative. Alors ça c'est toujours un petit peu compliqué comme méthodologie. Grosso modo, on a pris les patients naïfs, ces 15 patients dont on vient de parler, et on a comparé avec des patients appariés dans le registre international, mais qui n'ont été traités que par imiglucérase, et on a regardé, en fonction des doses d'imiglucérase, les résultats d'évolution de la DMO lombaire, et là c'est le Z-score qu'on regarde, et là encore c'est assez visuel. Il semblerait que les patients traités par eliglusta ont une amélioration qui serait peut-être même supérieure à ce qu'on peut voir avec l'enzymothérapie, que ce soit à 15, 30 ou 60 unités kilo toutes les 2 semaines.
Enfin, on peut regarder également les données des patients pré-traités. Donc là, on a des données à 1 an qui ont été présentées au World en 2015 par Tim Cox en termes de catégorie DMO des patients. Donc vous avez à baseline les patients qui ont été traités par Eliglusta pendant toute la durée et vous avez l'évolution à 1 an. Donc on a une stabilité totale de la catégorie DMO. Et pour les patients qui étaient sous imiglucérase, de la même façon, on a une stabilité. Donc là encore, on peut penser que chez les patients stabilisés, on a une stabilité de la DMO sous Eliglusta au moins à 1 an. On n'a pas encore les résultats à 4 ans, on a juste un tout petit encart sur un poster au Word de l'année dernière où Tim Cox écrit que sur 4 ans, les résultats se sont maintenus en termes de réponse osseuse. On n'a pas encore les données détaillées, mais on peut penser que sur la durée, Eliglusta maintient la densité minérale osseuse des patients. Un élément qui serait peut-être la cerise sur le gâteau et qui rejoint ce qu'a dit Marc tout à l'heure, il a cité très rapidement ce papier dont je veux vraiment vous en faire part. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis pour l'instant, je n'ai rien vu d'autre dans la littérature. Donc c'est le modèle des souris gauchers qui ont une tendance spontanée à fabriquer des hémopathies B. Et alors c'est assez intéressant parce que ces souris, quand on les laisse comme ça, elles font des lymphomes. Et par exemple, vous voyez, les gauchers disease sans traitement, donc c'est les 2 premières colonnes, on a 14 lymphomes sur 60 souris. Et quand on donne à ces souris de l'Eliglusta pendant 3 à 6 mois, eh bien, en fait, 22 souris ont été observées. Aucune n'a développé d'hémopathie lymphoïde B. Donc ça, évidemment, c'est le modèle animal, c'est les souris, mais pour nous, c'est hyper encourageant. On se dit, et si on avait un traitement qui pouvait prévenir la survenue d'hémopathie lymphoïde, évidemment, ça serait le Graal. Alors, comment c'est toléré tout ça ? Quand on regarde les essais cliniques, les 393 patients exactement qui ont été inclus dans les études, on a 40% d'effets indésirables reliés. Et qu'est-ce qu'on observe de façon vraiment reliée à l'Eliglusta, en tout cas de la part de l'investigateur et du promoteur? On a 5% des patients qui ont des céphalées et 5% des patients qui ont des espèces d'étourdissements, de vertiges, qui vont s'estomper au cours du temps. Et puis après, vous avez une kyrielle d'autres manifestations. Il y a des arthralgies, il y a des douleurs abdominales, mais rien de très grave en fait. On a 1% d'effets reliés graves, et ils sont écrits ici, une syncope vagale, une tachycardie ventriculaire non soutenue qui a été découverte fortuitement, et puis un BAV2. Donc on a des effets indésirables graves qui sont extrêmement restreints, et on n'a que 3% des patients qui ont arrêté les essais cliniques pour effets indésirables au cours des études. Si on compare avec Miglusta, alors évidemment, ça n'a pas été fait en frontal, mais si on reprend les études cliniques Miglusta, on avait plus de 90% des patients qui avaient des effets indésirables reliés, 53% c'était des effets graves, et 28% des patients dans les études avaient arrêté Miglusta pour effets indésirables. Si on s'intéresse à l'enzymothérapie et qu'on prend par exemple encore, mais je vous rappelle que ce sont des patients qui sont sous imiglucérase depuis en moyenne 10 ans et qui sont stabilisés sous imiglucérase, donc on peut penser qu'ils tolèrent bien. Évidemment, on a quand même des effets indésirables reliés, 11%, mais il n'y a pas d'effets indésirables graves et on a quand même eu des arrêts de traitement par imiglucérase pour effets indésirables, ce qui est quand même étonnant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder finalement les patients qu'on met sous imiglucérase ou vélaglucérase, et là on a l'étude 044 qui s'intéressait aux patients naïfs, et bien là on voit que les effets indésirables reliés de l'enzymothérapie, quand on met les patients sous enzymothérapie, qu'ils sont naïfs de traitement, c'est 28%, donc on se rapproche de ce qu'on observe avec l'Eliglusta, et surtout les effets indésirables graves sont sans commune mesure. Alors qu'on a 1% d'effets indésirables graves avec l'Eliglusta chez un naïf, on est à 17% dans les études avec une enzymothérapie. Donc finalement, quelle va être la population cible des patients ? Tout d'abord, je pense qu'il faut absolument coller à l'AMM, et l'AMM est un peu compliqué. C'est le traitement à long terme des patients adultes avec une maladie de Gaucher de type 1 et qui sont métaboliseurs lents, intermédiaires ou rapides du cytochrome 2D6. Donc ça mérite une petite explication. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Eliglusta est métabolisé par le foie via le système du cytochrome P450 et principalement de son isoforme 2D6. Et il se trouve qu'on a une activité qui est génétiquement déterminée de cette isoforme 2D6, ce qui va donc donner pour chaque individu de la population générale un profil métaboliseur et qui va être obligatoirement à déterminer avant de prescrire l'Eliglusta. Il faudra un consentement préalable pour faire ce test salivaire qui, pour l'instant, est pris en charge par le laboratoire. Il y a un labo en France qui est accrédité pour faire ce test salivaire à Bicêtre qui vous donne un résultat assez rapide. Heureusement qu'on ne paye pas puisque c'est quand même un BHN 820, donc ça fait quand même 224 € le test salivaire, mais pour l'instant, ça n'est pas à la charge de nos hôpitaux, de nos patients.
Quand on a un profil rapide ou intermédiaire, c'est 93% de la population générale. Le traitement, c'est une gélule matin et soir. Quand on a un profil lent, on a une élimination qui est ralentie, et là, on passe à une gélule par jour. En revanche, pour les patients qui seraient ultra rapides, les taux plasmatiques et les concentrations seraient trop faibles, donc le médicament est contre-indiqué, et il est contre-indiqué également si on n'a pas réussi à déterminer le profil du patient. Après avoir respecté l'AMM, je pense qu'il faut valider l'indication thérapeutique par le CETG ou en tout cas par les recommandations que le PNDS propose. Et je vous les rappelle ici. Alors, il y a toute une liste de manifestations pour lesquelles on recommande la mise sous traitement. Et puis, il y a aussi des critères pour lesquels on ne recommande pas la mise sous traitement. Je vous encourage à retrouver dans le PNDS toutes ces recommandations de traitement ou de non-traitement. Vous avez aussi une application sur l'App Store qui vous permet de retrouver tout ça, le PNDS en ligne sur le smartphone, soyons modernes. Il faudra aussi respecter les précautions d'emploi. Tout d'abord, les interactions médicamenteuses, cytochrome P450, isoforme 2D6, 3A4, il va y avoir des interactions médicamenteuses. Et au premier rang, avant les interactions médicamenteuses, il va falloir dire à nos patients de ne plus manger de pamplemousse sous toutes ses formes, en jus, en sirop, en pépins, le fruit, tout. Donc pas de pamplemousse, ça interagit trop avec cette isoforme 2D6. Et pour nous aider, une molette a été créée. En fait, c'est un disque d'interaction médicamenteuse que moi je remets à mes patients, en fait, tout simplement, de façon à ce qu'ils puissent le montrer à leur médecin. Et chaque fois qu'on fait une prescription à ces patients, eh bien, on tourne le petit disque et on met dans la fenêtre que vous avez ici le médicament que l'on envisage de prescrire. Et en fonction de son profil métaboliseur, donc là, on est sur le recto du disque et on est sur les 93% de la population, c'est-à-dire rapide ou intermédiaire, eh bien, le médecin tourne la molette et voit s'il faut faire une adaptation thérapeutique ou éventuellement si cette prescription est contre-indiquée avec l'Iglusta. Et quand on tourne la molette de l'autre côté, on a le verso, et le verso, c'est pour les patients métaboliseurs lents de l'isoforme 2D6. Dans ce cas-là, on est à une gélule matin et soir, une gélule par jour pour les métaboliseurs lents. Et de la même façon, on a les concordances en tournant le disque. Et je vous encourage absolument à avoir ça à proximité quand vous avez votre patient gaucher avec un traitement par Serdelga. La deuxième précaution, c'est que pour l'instant, faute de données, grossesse et allaitement, c'est à éviter. Il y a des terrains à risque aussi dans lesquels il faudra certainement éviter de prescrire l'Iglusta. D'abord, les insuffisances viscérales au sens large, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, les hépatites virales, on n'a aucune donnée par rapport à ça. Pour les cardiopathies, il faut faire un ECG préalable pour éliminer l'hypothétique allongement congénital du QT et se méfier bien sûr de tous les médicaments cardiotropes qui pourraient allonger le QT. Il faut se méfier des patients qui prennent plus de 4 médicaments au long cours. On augmente le risque d'interaction médicamenteuse. Et puis, il y a de façon très marginale des anomalies héréditaires du métabolisme du galactose ou de déficit en lactase, qui sont des contre-indications également à la prescription des Liglusta. Tout ça, c'est repris dans un super papier dont Nadia est le premier auteur, qui sont les recommandations européennes à la mise sous traitement par Liglusta. C'est exactement ce que je viens de dérouler, qui est détaillé dans cette publication, que je vous encourage à lire et à suivre cet algorithme pour voir s'il est licite ou non de prescrire ce traitement à vos patients. Et puis je crois surtout, et c'est ce que j'ai mis en premier sur la présentation que je fais pour les patients de demain, il faut demander au patient et il faut voir avec lui s'il est prêt à passer au traitement par voie orale. Finalement, on a un certain nombre de patients qui sont très bien sous perfusion intraveineuse toutes les 2 semaines et qui ne veulent pas se prendre une gélule matin et soir tous les jours, toute la vie. Donc je crois que la première chose, c'est y a-t-il une demande de la part du patient ? Et il faudra, bien sûr, s'il y a une demande de la part du patient, travailler avec lui l'observance. Et l'observance annuelle, ça n'est pas un 20 mots. Même pour l'enzymothérapie, on n'est pas à 100% d'observance, puisqu'en France, en moyenne, les patients reçoivent 22 perfusions, là où on attendrait qu'ils en reçoivent 26 chaque année. Même dans les études, dans l'étude ENCORE par exemple, l'enzymothérapie, c'est 78% d'observance, alors qu'Eliglusta, c'est 90% d'observance. Donc, l'observance, elle n'est pas toujours là où on pense, et ce n'est pas parce que les patients sont sous enzymo qu'ils ont nécessairement une parfaite observance. Il faut probablement encourager à faire des séances d'éducation thérapeutique. Ça, c'est un petit peu un vœu pieux, parce que c'est assez difficile à mettre en place. Et puis, il y a une étude qui va se mettre en place, qui a démarré même, c'est l'étude ELIPRO, qui est une étude nationale, observationnelle, de phase 4, de vraie vie, de suivi de la cohorte des patients traités par Eliglusta. Étude qui est sponsorisée par Genzyme et qui a démarré dans le dernier trimestre 2016. On a déjà 2 inclusions à Lyon, à ce jour-ci, là, donc 2 inclusions dans ELIPRO. Il y a 2 groupes de patients. Il y a les patients qui sont déjà sous Eliglusta et pour qui on va continuer la surveillance dans le temps, et puis les patients qu'on va mettre dans ELIPRO au moment où on met la première dose de traitement.
L'objectif principal est d'évaluer le niveau d'observance des patients à 6 mois. Et puis, il y a des objectifs secondaires qui sont bien sûr très intéressants, qui portent notamment sur l'auto-évaluation et la satisfaction que les patients tirent de ce traitement par voie orale. Donc, il y a une description démographique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour le patient de prise de sang supplémentaire, d'examen complémentaire. Aujourd'hui, on en est là, donc je passe très vite puisque Jérôme vous a déjà présenté ses résultats. Il y a 35 patients Eliglusta au 2 février 2017 dans la cohorte. On a effectivement augmenté, on n'est plus à 18 maintenant. Ce qui est vrai, c'est que c'est des patients non traités dans la cohorte en général française, c'est 40% des adultes et environ 50% des enfants qui ne reçoivent pas de traitement actuellement. Un petit mot sur le prix, donc combien ça coûte cette affaire ? Eliglusta, c'est tout en bas. Donc, si vous prenez un patient qui prend une gélule matin et soir, donc le métaboliseur rapide, la gélule coûte 337 €. Ça fait un coût annuel de 246 000 €. Là où, en théorie, si on faisait un traitement à 60 unités kilo toutes les 2 semaines pour un patient de 80 kg, l'Enzimo est autour des 400 000 € par an à peu près. C'est pas tout à fait vrai du fait de l'observance qui n'est pas si bonne que ça. En fait, le coût moyen d'un patient gaucher en France, c'est 300 000 €, 282 000 exactement. Voilà la population des patients traités. Donc on a des patients qui sont traités depuis 2010. C'est des patients qui étaient dans les essais cliniques ENCORE et EDGE. Donc aujourd'hui, on a 31 patients qui sont des patients qui étaient pré-traités et qui ont été switchés vers Eliglusta, et 4 patients naïfs, des patients qui n'avaient jamais été traités et qui sont traités de novo par Eliglusta. À ce jour, nous avons 3 patients qui ont arrêté le traitement, 2 pour un effet indésirable et ils ne reprendront pas Eliglusta. L'un d'entre eux, c'était une xérose, peau sèche. L'autre, c'était un problème de céphalée importante. Et puis, un 3e patient qui est en arrêt temporaire puisqu'il a développé une neuropathie. Et on attend de voir s'il y a une imputabilité ou pas, sachant que ce patient était traité par Miglusta auparavant. Donc en conclusion, l'efficacité elle est démontrée autant chez les naïfs que chez les pré-traités. L'efficacité elle sera nettement conditionnée par l'observance. Il faudra faire un génotypage de D6 qui permettra à la fois d'optimiser le traitement et la posologie, mais surtout d'envisager toutes les interactions éventuelles. Les effets indésirables, ils sont assez bénins, et la population cible, il va falloir la surveiller de près, notamment pour les patients qui étaient intolérants à l'enzimothérapie, qui ont switché vers Eliglusta. Et je vous encourage à inclure et à proposer à vos patients d'entrer dans cette étude ELIPRO. Et je vous remercie de votre attention. Merci pour ce brillant topo. Tu as l'art de pouler toutes les études. Merci Christine aussi pour... c'est pas toujours facile de faire le point sur les essais thérapeutiques. On a du temps pour quelques questions parce qu'on a beaucoup de retard. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être qu'on peut garder, s'il y a des questions sur le type 3, on va les garder peut-être en même temps que le topo que Anaïs nous fera sur le type 3. Donc, on met de côté les questions sur le type 3. Oui, je voulais juste savoir si les patients traités par Miglusta étaient poussés vers Eliglusta ou non. Leur information a été donnée. Alors, au dernier compte d'hier, il resterait 7 patients traités par Miglusta. Ils ne sont pas poussés au changement, d'autant qu'il y en a certains, notamment déficit en saposine C, qui vont très bien sous Miglusta a priori. Donc, il n'est pas question de les switcher vers Eliglusta à tout prix. Après, dans mon expérience, il me reste une patiente sous Miglusta qui va très bien, mais qui a des paramètres qui ne sont pas terribles. On a prévu ensemble de faire un switch, mais voilà, il n'y a pas d'urgence, quoi. Et puis, deuxième question, quand on parle de diminution de dose, est-ce que c'est vraiment la diminution de dose à un même rythme ou c'est un espacement des doses ? Pour les enzymothérapies ? Oui, je passe à autre chose. Oui, bien sûr. Alors là, dans les études, c'était des diminutions de dose à un même rythme. Maintenant, on sait qu'il y a eu d'autres études moins designées ou des études de la vraie vie où on a fait des rapports à 3 semaines. 3 semaines, ça passe encore chez un patient qui est stabilisé. 3 semaines, généralement, ça passe encore. On n'a jamais observé de catastrophe. 4 semaines, visiblement, c'est trop. Mais après, ça, on aura peut-être le rationnel avec les résultats des études de Marc, mais on peut espacer à 3 semaines un patient qui est stabilisé. Ils préfèrent en plus les patients. Et en pratique, c'est fait. Je veux dire, c'est fait en France ou...
C'est pas les termes de l'AMM. Les termes de l'AMM, c'est tous les 15 jours. Non, mais c'est pour savoir, parce on a des paramètres mais on peut tout à fait. En revanche, il y a une étude faite par Atul Mehta sur pas mal de patients où, à 4 semaines, il y avait des marqueurs à la fois cliniques et biologiques qui réapparaissaient. Mais nous, on a des patients, y compris tous les mois. Moi, j'ai quelques patients qui ont des formes très modérées et qui sont stabilisés tous les mois. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant dans les arrêts, il faut être vigilant dans les baisses de doses et il faut être vigilant dans les espacements de doses. On a assez de marqueurs cliniques et biologiques dans cette maladie et je pense que c'est ce qui sera bien. On en parlera cet après-midi avec Carla Olac, c'est d'affiner avec et de faire une médecine personnalisée grâce à tous ces marqueurs. Moi, la question que j'avais, c'est, j'ai vu donc sur les études sur Vela et sur les tiennes également sur les Liglusta, la DMO, les résultats sont toujours plus impressionnants sur le rachis que sur le col fémoral. On a une explication pour ça ? Alors, Rosemary, tu peux peut-être nous expliquer si tu as une explication rationnelle. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, le rachis, c'est le meilleur marqueur de l'infiltration et ce serait là où ça apparaît en premier avec les métaphyses. Donc, c'est vrai qu'on a souvent des discordances entre le col et le rachis dans cette maladie.